Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La recherche anthropologique sur les sociétés créoles a toujours considéré qu'il existait un lien étroit entre la construction du paysage et l'organisation de la société, des premières heures de la découverte de ces territoires à la société d'habitation, des cultures vivrières à l'économie sucrière, au paysage urbain. Citons deux exemples. André Marcel dans 1987, qui a mis en évidence cette continuité par rapport au social à propos d'Haïti. Le paysage, produit de l'histoire et partie prenante du jeu social, avec les remplacements de population, les destructions dans les paysages qui s'y trouvaient articulés, et les travaux de Jean-Luc Bognol, 1996, qui a étudié les modifications paysagères dans une ancienne habitation de la côte ouest à La Réunion. Notre première intention était de jeter un regard rétroactif sur 30 années de recherche ethnologique en Guyane française et à La Réunion, sur des thématiques qui interpellent très directement la relation entre paysage et société, qui permettent d'approfondir la compréhension des phénomènes de créolisation socioculturelle et qui ouvrent de nouvelles perspectives de recherche en matière de valorisation du patrimoine ethnologique. En effet, les nouvelles structures de protection du patrimoine naturel, culturel, parcs, réserves, etc., doivent rester très vigilantes par rapport à la signification sociale, culturelle de ces paysages ancêtres, au-delà ou en sus des préoccupations de sauvegarde de la biodiversité, des attraits de ces paysages pour l'industrie touristique et pour de nouveaux acteurs locaux impliqués dans des projets d'écotourisme. Et il s'agit aussi de veiller à la façon dont les politiques publiques accompagnent cet ancrage du tourisme et du patrimoine, comme cela a pu être observé dans la thèse de Madina Regnault, 2011A, à La Réunion et à Mayotte, dans le domaine de la culture. La création quasi simultanée des deux parcs nationaux en Guyane, 27 février 2007, et à La Réunion, 5 mars 2007, n'appelle pas obligatoirement une approche comparative, car il y a très peu de symétrie dans les caractéristiques propres de chacun de ces territoires, tant du point de vue des populations concernées que des enjeux environnementaux, figures 1 et 2. Près de l'équateur, sur le littoral du continent sud-américain, la Guyane française est sous-peuplée, environ 300 000 habitants en 2020, un peu moins de 25 000 habitants en 1950, pour une superficie de près de 85 000 km², pratiquement celle du Portugal, et bénéficie des apostrophes. Un écosystème forestier de première importance qui vaut à son parc national le surnom de Parc national amazonien. Tandis que La Réunion est une île volcanique, située dans le sud-ouest de l'océan Indien, de seulement 2500 km² pour une population d'environ 860 000 habitants en 2020, environ 260 000 habitants en 1950. L'INSEE comptabilisait en Guyane 5 300 habitants en 1999, essentiellement des populations amérindiennes et des Bushinenj, quelques créoles descendants des chercheurs d'or de la seconde moitié du XIXe siècle, des orpailleurs immigrés brésiliens et surahamiens en large partie en situation irrégulière, sur le territoire de 3 millions d'hectares des communes de l'intérieur qui allaient accueillir le parc national amazonien de la Guyane. Annoncé lors du sommet de Rio de 1992, le projet de parc amazonien de Guyane, PAG, a été posé comme un acte de portée internationale en faveur de la préservation des forêts tropicales, Fleury et Carpe, 2006, Fleury 2007. Du côté réunionnais, le projet de parc a eu lui aussi une longue gestation, tout d'abord comme projet de parc naturel régional, d'Alama 2004A, 2004B, ce qui était la volonté d'une majorité d'élus, avant d'émerger comme parc national dans le cadre de la réforme des parcs nationaux de 2006. Les enjeux sont très différents du point de vue de la gestion partagée du territoire, avec d'un côté des populations autochtones amérindiennes et des populations descendantes de Marrons originaires du Suriname, concernées par les débats actuels autour de l'autochtonie, de l'autre des populations créoles rurales qui sont préoccupées par des projets de développement propres à des situations agriculture de montagne, avec une forte endogamie de voisinage propre à des isolats démographiques et des modes de vie traditionnels préservés, faisant déjà l'objet de projets de sauvegarde au niveau de l'habitat et des savoir-faire artisanaux. Il nous est alors apparu évident que dans un tel contexte, le rôle de l'anthropologie historique était fondamental dans le champ de protection du patrimoine ethnologique, naturel et culturel,
et méritait d'être mise en évidence dans le domaine des études créoles, à la fois pour ce qui est de la connaissance des milieux insulaires les plus fragiles, comme pour ce qui est des phénomènes migratoires les plus anciens qui ont marqué durablement les paysages actuels. On fonctionne dans des sociétés de mémoire qui ont besoin de s'appuyer sur un travail de partage et de mise en commun des connaissances du passé collectif. Cherubini, 2011, 2017, 2018. Les lieux de mémoire, Nora, 1984, prennent ainsi une place essentielle dans la reconnaissance des faits historiques, sociaux, économiques, culturels, qui marquent de leur empreinte des liens établis au fil du temps entre des métropoles colonisatrices et des territoires colonisés, Blanchard, Bancel, Lemaire 2005, mais prennent aussi une place de plus en plus importante dans L'. Attractivité touristique des sites soumis au flux de déplacement des voyageurs internationaux et nationaux, voire locaux. L'essor de la fréquentation des sites historiques et muséographiques de l'île de la Martinique, figure 3, enregistré au cours des 20 dernières années, est là pour en témoigner. On peut citer par exemple une augmentation progressive de 20% de l'opération promotionnelle « Août au musée » entre l'année de sa création en 2008 et l'année 2012, mise en place autour de 4 musées, la Maison de la Canne aux Trois-Îlets, l'Écomusée de la Martinique à Rivière-Pilote, la Maison régionale des volcans au Morne-Rouge et le Musée régional d'histoire et d'ethnographie de Fort-de-France, qui permet aux touristes ou résidents d'effectuer un tour culturel de la Martinique, à travers des activités souvent ludiques et une approche vivante des savoir-faire et des pratiques artistiques et culturelles. Le champ de l'imaginaire. Nous avons eu l'occasion d'aborder les présentations de l'histoire collective des sociétés créoles, à propos de l'historicité et de l'imaginaire de l'appropriation du littoral à la Réunion et à la Martinique, qui ressortaient des projets de développement touristique et des mises en scène des identités locales performées lors des fêtes populaires, des fêtes de paroisse ou des festivals, Cherubini 2004 sur 75-95. Ces réécritures de l'identité renvoient le plus souvent à une idéalisation du passé, à un attachement idéaliste au sol, à des mises en scène de l'origine qui font référence aux ancêtres, aux mythes et aux représentations imaginaires de la culture. Elles recréent une interaction symbolique entre les différents éléments d'une culture locale, de l'organisation sociale, des systèmes de pensée, et peuvent être abordées comme expression d'une ethnicité locale. L'imagination symbolique mobilisée dans ce contexte de créolisation socioculturelle, depuis les premiers temps de la Robinsonade, mise en lumière par Robert Chaudenson, 1992, peut être rapprochée du traitement de l'imaginaire que propose Gilbert Durand, 1994 sur 63. Un parcours temporel qui part d'une extrémité très pleine des ruissellements d'images du ça, qui est l'amorce confuse des apostrophes. Un imaginaire qui peu à peu se régularise avec des rôles divers en sa partie médiane, pour finir très appauvri à son extrémité supérieure où la logique du mythe tend à s'estomper au profit de la logique courante. C'est donc dans un parcours temporel que les contenus imaginaires, rêves, désirs, mythes, etc. d'une société naissent en un ruissellement confus mais important, se consolident en se théâtralisant, Jean Duvigneau, Michel Maffezoli, en des emplois actentiels, Alrirdas Grémas, Yves Durand, positifs ou négatifs, qui reçoivent leur structure et leurs valeurs de confluence, sociales diverses, appuis politiques, économiques, militaires, etc. Pour finalement se rationaliser, donc perdre leur spontanéité mythogénique, en des édifices philosophiques, des idéologies et des codifications. On peut citer ici l'abondance du sud des vivres, que l'on retrouvera plus loin à propos de la conquête vers l'ouest des terres de la Réunion, dans les nouveaux quartiers ouverts à la colonisation, ou bien encore les rêves d'Eldorado qui ont accompagné les explorations des sentiers de l'intérieur de la Guyane au plus profond de la forêt amazonienne. La maîtrise d'un monde nouveau, qui est souvent menaçant, au démarrage de ces entreprises colonisatrices sur des littoraux au temps de la Robinsonade, que l'on fait correspondre le plus souvent aux premières étapes de la mise en place d'une société d'habitation, Chaudenson, 1992, passe par la réintégration de l'irrationnel dans l'univers du génie humain, Durand 1996 que L'. On va retrouver par ailleurs dans une imagination romanesque toujours très présente dans les descriptions des littoraux, conquis par les premiers colons, puis reconquis par les flux touristiques. Les récits de bagnards qui se font la belle, depuis les établissements pénitentiaires de Guyane ou bien le retour des Acadiens sur les terres de leurs ancêtres,
font le plein de ces mythes régulateurs qui émergent périodiquement pour commémorer et resituer la société en cause, dont le mythe du juste héros injustement vaincu par le sort, Vercingétorix, en serait le prototype, Durand 1996/124. L'utilisation des récits de conquête des fronts pionniers, avec leurs exploits et leurs drames, est pour le tourisme patrimonial une source d'inspiration mais aussi une méthode particulièrement efficace de fixation des attentes d'un public en quête d'identité et de réactivation de la mémoire de ses origines. Turgeon et Laborde, 1999, Cherubini, 1998-2005. Le tourisme en Acadie, de la Gaspésie à l'île du Prince-Édouard, en passant par la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, est friand de ces évocations, reconstitutions, des chemins de la déportation à partir de 1755, mais aussi des péripéties du retour des Acadiens sur la terre de leurs ancêtres, figure 4. Les Acadiens qui ont échappé à la déportation s'étaient en majorité réfugiés dans les bois, dans les forêts. Ceux qui sont revenus de Louisiane ou d'autres États de la côte est des États-Unis ont dû franchir eux aussi des forêts, mais dont la traversée relevait tout autant de l'exploit. L'ambiguïté du jeu des apparences est alors performée, Turner, 1987, au sein des apostrophes. Un vaste dispositif ethnoscopique, Appaduret, 1996, qui rassemble des décors, des costumes, des acteurs, des comédiens, des spectateurs, des histoires réelles ou imaginées, des trames historiques ou des légendes, une mythologie des origines, Picard, 2011, et des scènes plus ou moins épiques qui relatent la vie héroïque des ancêtres du lieu et des territoires voisins, amis ou ennemis. Le tout se traduit par des visions, des représentations, des paysages culturels imaginaires, ethnoscapes propres à chaque communauté et aboutit à une autodescription très complexe de son identité locale, Cherubini 1998. La reconstruction mythique des origines, les relations entre histoire et mémoire, de l'histoire pensée à partir d'un État ou d'un État-nation, pose enfin la question des communautés imaginaires, Anderson 2002, de la mémoire de l'ethnicité des groupes dominés, exclus ou détruits, Viviorca 1993/144-149, sans oublier l'apostrophe. Impact de la culture du bannissement, cancel culture, sur les vestiges des époques de la colonisation, les ports négriers de Bordeaux ou de Nantes par exemple, Saugerat 2002, Pétrissan-Cavaillès 2004, Hubert 2018. Reste, quoi qu'on en pense, à disséquer les problèmes conceptuels que Frédéric Cooper, 2005/11, formule de la façon suivante. Comment étudier les sociétés coloniales en tenant compte, mais sans être paralysé par lui, du fait que les outils d'analyse utilisés sont issus de l'histoire que l'on tente d'examiner? Le paysage et l'anthropologie des sociétés créoles. La recherche ethnographique la plus récente a permis de cerner les caractéristiques principales de la société d'habitation et de plantation, du mode de vie et des relations sociales, des relations interethniques en de nombreux lieux qui illustrent cette spécificité du monde créole, de ses milieux de vie, de ses rapports avec les puissances coloniales au fil du temps, puis d'un développement plus ou moins autonome vers la modernité. Plusieurs ouvrages collectifs récents insistent à la fois sur cet héritage culturel et sur l'intégration dans une société globalisée et ouverte sur l'extérieur, Gazarian 2008, Létang 2012, Bognol, 2013 Pourchet et Hider 2014. Au moment où de plus en plus de disciplines des sciences humaines et sociales s'intéressent à la nature, au paysage, à l'environnement, investissent ce domaine essentiel de la connaissance du rapport homme-nature, environnement naturel et sociétal, espace naturel et espace anthropisé, il n'est pas inutile de tenter de faire un bilan des liens qui peuvent exister entre l'anthropologie des sociétés créoles et l'étude des paysages, mais aussi l'anthropologie historique et l'apostrophe. Exhibition du patrimoine ethnologique, Clifford 1988, Carpe et Lavigne 1991. Mais dans un premier temps, il est nécessaire de préciser plusieurs concepts. On distinguera ici une anthropologie des sociétés créoles qui a pour objectif de mieux comprendre comment ces sociétés font partie d'un système général, comment les Antilles ou les Mascareignes en constituent une variante, comment elles se distinguent les unes des autres, d'après Benoît, 1972/30, d'une anthropologie thématique faite dans une société créole qui peut avoir pour objet des apostrophes. Étude des espaces naturels, forestiers, littoraux, agricoles, industriels ou urbains, et qui entend produire une analyse de leur spécificité et de leur évolution. En effet, des approches disciplinaires ou pluridisciplinaires, par exemple,
tout récemment à l'Université de La Réunion, les sciences de l'information et de la communication, contribuent également à la compréhension des évolutions contemporaines de ce rapport à la nature, au paysage, à la culture matérielle, en l'occurrence ici en se focalisant sur les dispositifs de communication dans l'espace public, Babou 2015. L'intérêt de rester au plus près d'un projet de conceptualisation de ce qui fait l'originalité de ces sociétés passe bien entendu par l'abord des grands thèmes communs qui peuvent marquer l'anthropologie de ces sociétés créoles comme le métissage, les Amériques noires, la société de plantation, l'esclavage, mais aussi les relations entre divers modes d'adaptation écologique au sein d'une société d'habitation, les principales caractéristiques de l'organisation sociale et économique, familiale, religieuse, politique. De ce point de vue, il est nécessaire de revenir sur différents travaux accomplis sur l'évolution des paysages agraires, des jardins créoles, en relation avec l'histoire des planteurs, des sociétés sucrières et des liens économiques avec la métropole. Mais le paysage culturel et naturel est aussi au cœur des préoccupations des spécialistes du patrimoine dans les sociétés créoles de la Caraïbe et des Mascareignes depuis plusieurs années, en lien avec le tourisme culturel et avec les nombreuses reconnaissances par l'UNESCO de la valeur universelle de ce patrimoine, Vanoff, 2000, Anaxa, 2013, Cherubini, 2012. Nous faisons ici usage du concept de paysages ancêtres, emprunté à Jacques Cloarec, 1984, que nous avons utilisé précédemment à propos d'une étude anthropologique sur les invasions biologiques à La Réunion et plus particulièrement dans le sud de l'île, à propos du village des Mex et de la réserve forestière de Marlongue, Cherubini, 2006A, pour désigner des paysages à demi effacés ou enfouis que s'efforcent de reconstituer archéologues et historiens. L'émergence récente des préoccupations liées à la sauvegarde, à la conservation, à l'exposition d'un patrimoine ethnologique fondé sur le matériel et l'immatériel, doublée de la reconnaissance par l'UNESCO de paysages culturels et naturels remarquables comme le paysage des Pitons, cirques et remparts de La Réunion, classement sur la liste des biens naturels obtenus en 2010, réactive des pans entiers de recherche consacrés à la diversité du monde vivant évoluant sur des terres colonisées par L', depuis à peine 4 siècles. L'enjeu est essentiel pour la connaissance anthropologique des transformations de ces sociétés créoles, marqué sans aucun doute par le fait que le paysage est, selon Claude Avocat 1982, une synthèse, une composition, au sens où l'entendent les peintres, un ensemble qu'il importe de décoder, en mettant en œuvre des hypothèses dont on vérifie la validité et auxquelles on applique volontairement ou non, des grilles de lecture. Le paysage est un espace structuré par nos catégories mentales, y compris là où L', est peu ou pas intervenu. C'est un espace rationalisé plutôt que rationnel. La diversité du peuplement des sociétés créoles fait de ces paysages ancêtres des ensembles fort complexes et difficiles à déchiffrer en certaines zones de peuplement plus ou moins marquées par la présence de populations autochtones, qui restent encore à vérifier, à attester, à caractériser. Au moment où les débats sur l'autochtonie prennent une certaine vigueur dans les milieux académiques, le paysage culturel et naturel, le paysage ancêtre, devient un enjeu pour l'appropriation sociale des origines, des racines ancestrales, des innovations techniques, des croyances, héritées et transformées au gré des différentes phases de peuplement. Les projets muséographiques récents sur l'île de La Réunion ont par exemple tenté d'aborder ce débat sur l'autochtonie par l'intermédiaire du métissage fondateur, à partir de 1663. Ce seraient ainsi des hommes et des femmes malgaches, serviteurs de quelques Français venus de Fort-Dauphin, à Madagascar, qui s'établirent, Marimoutou et Vergès 2007/12, et qui auraient marqué le paysage jusque dans les Hauts via le marronnage. En Guyane française, la présence des populations autochtones amérindiennes sur le littoral fait toujours l'objet de recherches archéologiques plus précises en des zones où les documents d'archives ne signalent pas toujours leur présence, de l'expédition de la Revardière en 1604, aux premières implantations dans la région de Sinamari-Irakubo dès 1626. La zone est densément peuplée durant la période précoloniale, mais la dispersion des populations amérindiennes est plus difficile à dater. Le paysage ancêtre aux Antilles françaises est de la même façon, lié aux implantations amérindiennes anciennes qui sont plus ou moins localisables grâce à des sites de roches gravées et quelques témoignages d'explorateurs. Ces 3 exemples partent d'hypothèses qu'il s'agit de vérifier, pour reprendre le commentaire cité plus haut de Claude Avocat,
sur le travail à effectuer pour produire une analyse plus précise des paysages ancêtres. Comprendre des phénomènes de créolisation socioculturelle à partir de ces paysages ancêtres, en particulier les plus anciens, n'est en fait absolument pas évident. On peut s'attarder en revanche sur le souci plus récent de patrimonialiser des paysages culturels liés aux différentes périodes de la colonisation, en particulier aux anciennes habitations esclavagistes, sur les paysages imaginés sur lesquels viennent se greffer les développements d'une économie touristique, sur quelques paysages totalement occultés comme les paysages ancêtres urbains des premières périodes de colonisation. Ces trois domaines peuvent être utilement mis en relation avec le questionnement qui est à l'origine des développements d'une approche anthropologique des sociétés créoles. Cerner les processus de créolisation socioculturelle et montrer la spécificité de ces sociétés. Le tourisme et le paysage culturel. L'entrée tourisme nous conduit à réintégrer les lieux de créolisation dans les lieux de colonisation en reliant les lieux de mémoire des époques de la colonisation, sauvegardés et valorisés du point de vue de leur intérêt patrimonial dans ces anciennes colonies, aux lieux de mémoire qui sont inventoriés dans les métropoles européennes à l'origine de ces étapes de la colonisation. On peut citer ici l'exemple du tourisme de villégiature occasionné par les rencontres de familles souches en Acadie, au Québec et dans toute l'Amérique du Nord qui s'étend désormais à la terre des pionniers en France métropolitaine, principalement en Poitou-Charentes, Bretagne, Loire-Atlantique et Normandie. Certaines régions comme le Poitou-Charentes ont su tirer parti de leurs lieux de mémoire, Châtellerault, Brouage, La Rochelle, etc., pour traduire sous forme de circuits touristiques et patrimoniaux l'intérêt réciproque des populations locales, de part et d'autre de l'Atlantique. L'approche développée ici en anthropologie du tourisme prend appui sur une activité très répandue au Canada qui est la recherche de la terre d'origine des pionniers, de la paroisse de départ, celle de naissance, de mariage, en France ou ailleurs en Europe, puis éventuellement l'édification d'un nouveau lieu de mémoire, d'un monument, d'une plaque sur d'anciens bâtiments, rappelant le rôle de ses ancêtres au premier temps de la colonisation, qu'ils soient laboureurs, pêcheurs, artisans, commerçants, militaires ou religieux. Ces retrouvailles et commémorations font l'objet de déplacements importants des principaux membres de ces familles souches, puis de tous leurs membres au rythme des voyages annuels organisés par des agences de tourisme spécialisées, Cherubini 2015. Mais les mondes créoles sont aussi concernés par ces travaux de généalogistes associés à ces rassemblements de familles souches. Le dernier exemple, le plus remarquable sans doute à ce jour, est l'aboutissement du travail d'André-Carl Vachon 2016 sur les Acadiens accueillis en Martinique entre 1753 et 1765, qui a donné lieu à des voyages touristiques de parents acadiens, descendants de ces colons réfugiés dans les communes du Carbet ou de Morne-Rouge, puis repartis en 1772 lors de la fermeture du camp de Chamflore vers la Louisiane, la Guyane ou encore le Québec. Ces différentes péripéties ont donné lieu à la pose d'une plaque commémorative au cœur du parc naturel régional de la Martinique en février 2017, figure 3. Nous pouvons également inscrire dans cette démarche des travaux développés autour du rôle de l'affairisme familial des armateurs bordelais, charentais, basques, opérant à partir des ports de Bordeaux, de Rochefort et La Rochelle, Ciboure et Bayonne, qui a marqué en profondeur l'histoire économique des colonies antillaises, guyanaises, du Canada français et de Louisbourg, Butel 1974, 1991-2007, Decona 1998, Saugerat 2002, Augeron et Guillemet 2004, Cherubini de 010A. L'économie touristique bénéficie à l'heure actuelle de ces différentes orientations prises par le patrimoine naturel et culturel, de la reconnaissance d'un patrimoine naturel exceptionnel, du point de vue de la biodiversité, à la reconnaissance d'un important patrimoine historique et ethnologique qui prend la forme d'une mise en valeur des lieux de mémoire, de programmes de sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel. Il nous a paru nécessaire de rendre compte de cet élan, à la fois du point de vue du développement de l'anthropologie des sociétés créoles, et des ouvertures attendues dans les domaines de l'anthropologie du tourisme et de l'anthropologie politique du patrimoine régional et international. Une anthropologie de la créolisation socioculturelle ? Cet abord ne nous dispense pas d'intégrer les préoccupations les plus récentes qui remettent en cause une insuffisance prise en compte par la recherche historique de la question de l'esclavage et de la domination coloniale dans le traitement de ces questions patrimoniales,
Bancel, Blanchard et Vergès, 2003, Blanchard, Bancel et Lemaire, 2005, Woody, 2006. Les programmes internationaux comme La route de l'esclave de l'UNESCO, du Sauge, 2016, sont relativement récents. Mais de plus en plus de structures muséographiques, à l'image du mémorial Actes de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, s'emploient à combler certaines lacunes évidentes dans le traitement de la question coloniale, de la traite et de l'esclavage, et à promouvoir un nouvel humanisme. On relèvera cependant que certains chercheurs, notamment chez les africanistes, tiennent également à nous alerter sur le positionnement ambigu de la posture postcoloniale qui tendrait à situer des difficultés de communication dans le cadre d'un affrontement exclusif Nord-Sud, Ancel, 2008. D'autres historiens prennent appui sur l'esclavage antique, de l'Europe et des royaumes arabes, sur l'esclavage médiéval et l'esclavage de l'Afrique précoloniale, Kokri-Vidrovitch, 2018, pour insister sur le fait que cette négation de l'être humain ne peut être ramenée ni à une civilisation, ni à un espace géographique, ni à une époque donnée, ce qui ne diminue en rien bien entendu l'horreur et l'abomination de toutes les formes des esclavage et de la traite négrière dans les colonies françaises, Dorigny et Guénaud, 2006. Le droit de mémoire et le devoir de mémoire se heurtent à l'anti-mémoire coloniale, rendant plus que jamais nécessaire cet examen de l'évolution de nos structures muséographiques, de nos démarches de patrimonialisation, de l'émergence de nos lieux de mémoire et des moments de commémoration, FUMA 2005. Les recherches archéologiques sur le marronnage à La Réunion tentent en particulier de remédier à ces lacunes, Gutiérrez 2011, Dijoux 2016, Pignon 2016. Mais la recherche en anthropologie sociale et culturelle conserve un rôle privilégié dans l'analyse des phénomènes de créolisation socioculturelle, à condition de ne pas renoncer à ses principes fondamentaux, un regard éloigné et une certaine distance qui permettent la compréhension de l'autre, ce que Roger Bastide, 1960/10, traduisait par la formule suivante: avons-nous le droit interpréter les sociétés que nous étudions à travers le cadre de notre propre pensée, façonnée par notre propre société et notre propre système de valeurs, sans sombrer dans l'ethnocentrisme? Pouvons-nous communier avec autrui, par-delà les barrières que posent les différences culturelles? On entre dans le monde de l'autre que peu à peu et la connaissance de ce monde se fait jour également peu à peu, toujours sous forme d'une ébauche, jamais comme synthèse définitive. Acceptons aussi l'idée qu'il faut être soi-même un objet ethnologique pour les autres, pour ceux que nous étudions, qu'il faut s'offrir à leur curiosité, Fribourg 1994. S'appuyer ainsi sur Roger Bastide qui a travaillé sur les phénomènes d'acculturation, de métissage des cultures au Brésil, sur les rituels religieux en Afrique de l'Ouest, sur les Haïtiens en France, c'est bien entendu rappeler ici que l'anthropologie française s'est elle aussi fortement intéressée aux Amériques noires, Bastide 1967, Cuche 1996, et aux sociétés antillaises, Benoît 1966, en marge des travaux de ces africanistes et de ces américanistes. Le recadrage de ces recherches opérées aux États-Unis dans le champ des études afro-américaines autour des relations raciales dans les années 1960 à 1970, Wheaton et Zweig, 1970, Lowenthal, 1972, est venu conforter ces travaux effectués dans une perspective purement ethnographique, Métro, 1958, mais aussi sociologique et anthropologique, Léris, 1955, Benoît, 1966-1972. Les différents chapitres de cet ouvrage reflètent ces préoccupations majeures pour l'anthropologie du patrimoine ethnologique et historique, pour une anthropologie politique du patrimoine qui nous a conduits à nous intéresser à la sauvegarde de la biodiversité dans les DOM, et plus particulièrement aux lieux d'exposition de la mémoire en Guyane, à La Réunion, en Acadie et au Québec, sans oublier la culture matérielle et immatérielle de ces territoires dont la richesse est de plus en plus valorisée dans le développement une économie touristique locale et internationale. La plupart de ces chapitres sont des textes remaniés de communication faits dans des colloques pluridisciplinaires, mais avec de fortes dominantes en géographie, appropriation territoriale du développement durable, Pau 2007, Astre La Rochelle 2015, en études créoles CIEC BMAO 2016, en histoire Projet NAOM Bordeaux 2019, en études canadiennes IEAQ Poitiers 2016 et 2018, en sociologie rurale ANR Effigier Le Tampon 2019. D'autres textes ont été écrits pour cet ouvrage.
Mais l'autre caractéristique forte de la plupart de ces textes, c'est qu'ils relèvent de ce que l'on appelle plus volontiers en Amérique du Nord, l'anthropologie appliquée, Eddy et Partridge, 1987. Une approche anthropologique combinant théorie et pratique, abstraction et application, correspondant plus généralement à ce que Georges-Guy Escuret, 1996, préfère appeler une anthropologie utile. Il y a ici une utilité revendiquée dans le champ de la muséographie, de la collecte et de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, de l'inventaire de la biodiversité et de sa mise en valeur, de la reconnaissance des savoir-faire autochtones, du traitement de l'histoire et des politiques de la colonisation, de la départementalisation, de la réappropriation des lieux de mémoire, de l'analyse du rapport entre tradition et modernité. Précisons enfin que pour alléger le texte, nous avons volontairement écarté nombre de verbatim issus des entretiens, au profit de synthèses correspondant à des résultats de recherche et d'observation étalés dans le temps. Plusieurs versions de ces travaux apparaissent également dans des articles publiés, dont la liste figure en bibliographie. Figure 1. Limites du Parc national de la Réunion et de la réserve marine. Figure 2. Les espaces naturels protégés de la Guyane. Figure 3. Principaux musées et sites historiques de la Martinique. Figure 4. Lieux historiques et sites touristiques acadiens. Chapitre 1. Des paysages naturels et culturels patrimonialisables et ou patrimonialisés. En annonçant le 23 février 2007, la publication de 2 décrets portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion et création du parc national, la préfecture de la Réunion ne manqua pas de rappeler dans son communiqué que le président de la République a souhaité que l'outre-mer soit un modèle pour la France et l'Europe en matière de développement durable et de protection de la biodiversité. Les DOM insulaires comme la Guyane constituent des zones géographiques particulièrement concernées par les enjeux de la conservation de la biodiversité et par les modalités d'accès aux milieux et aux écosystèmes, compte tenu de la richesse de leurs écosystèmes et de l'étroitesse de leur territoire. La création de ces 2 nouvelles structures ne constitue pas une fin en soi. Ce n'est que l'aboutissement d'une longue série d'étapes qui ont accompagné la prise de conscience de l'existence de cette diversité géographique, paysagère, floristique et faunistique, et qui s'était déjà traduite par la mise en place de toute une série de mesures de protection. Citons en particulier la démarche d'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ZNIEFF, mise en route en 1985 et achevée en 1999, qui a abouti à la délimitation des ZNIEFF de type 1 et de type 2, la démarche de gestion des territoires qui a mis en place le SAR, schéma d'', l'aménagement régional, en 1995 avec son SMVM, schéma de mise en valeur de la mer, document annexé au SAR dans les DOM, les SCOT, schéma de cohérence territoriale, les POS, plans d'occupation des sols, et les PLU, plans locaux d'urbanisme, qui s'est accompagné d'une délimitation des INS, espaces naturels sensibles, et d'acquisitions effectuées par le Conservatoire du littoral, de la création de réserves naturelles et de réserves biologiques, de sites inscrits et de sites classés au titre du paysage, d'. Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, sites de nidification ou sites de colonies d'oiseaux, d'arrêtés fixant la liste des espèces protégées animales et végétales, etc. Dans ce domaine, les DOM ne font que suivre les directives qui viennent de la métropole au rythme des politiques publiques qui viennent se succéder, parfois à un rythme élevé, parfois avec plus de lenteur, qui viennent surtout s'empiler sur des territoires qui ont rarement eu le temps de mettre en place les mesures arrêtées lors des étapes antérieures. Il y a maintenant quelques années, nous avons été régulièrement sollicités pour être associés à plusieurs de ces initiatives, par l'intermédiaire de recherches universitaires à initier ou à développer, d'études à réaliser ou de participation à des comités scientifiques, ce qui a entraîné notre implication active dans plusieurs projets de recherche, le plus souvent aux côtés de spécialistes d'écologie animale ou végétale, des projets pour lesquels un volet dit anthropologie était finalement plutôt bien accueilli, parfois même valorisé sur le plan national ou international. Citons parmi les projets les plus récents, une participation au projet InvaBio, 2001 à 2004, sur les invasions biologiques,
pour lequel nous avons effectué des enquêtes de terrain autour de la réserve naturelle de Marlongue, dans la commune de Saint-Philippe, et de la réserve biologique des Mex, dans la commune de Saint-Louis, toutes deux dans le sud, Chérubini 2006A. Notre participation au PPF, Programme Pluriformation, mer, environnement littoral, biodiversité et ressources marines dans le sud-ouest de l'océan Indien, 1999 à 2001, qui nous a conduit à enquêter dans les communes de Saint-Paul, Saint-Leu et Saint-Pierre, concernées par le projet de réserve naturelle marine Chérubini 2004, et notre participation au programme de recherche Effigier, effort environnemental comme inégalité, justice et iniquité au nom de l'environnement, de l'INRAE, URETBX, Bordeaux, projet financé par l'ANR Société et Changements Environnementaux, SOCENV, 2014 à 2019. Certaines initiatives se recoupant sur des territoires proches ou contigus, parfois sur les mêmes territoires, il est particulièrement intéressant d'analyser avec un minimum de recul les discours qui ont pu être tenus par les responsables de ces projets, par les usagers de ces espaces et de ces territoires, par les différents acteurs sollicités pour participer à une énième rencontre concernant les mêmes territoires et parfois les mêmes acteurs, mais au titre des apostrophes. Une nouvelle initiative entrant dans le cadre de ces mesures de protection du patrimoine naturel. Mais dans un contexte comme celui des îles de l'océan Indien, concernées en premier lieu par la richesse de la biodiversité insulaire et les mesures d'urgence à prendre pour leur protection, il n'est pas possible d'évacuer le problème de l'anthropisation, des modifications apportées à cette nature par la colonisation, de la variété des apports culturaux introduits par des populations originaires d'Europe, d'Asie, d'Indonésie, d'Afrique de l'Est et des îles voisines, pas plus qu'il n'est possible des apostrophes. Éviter les approches comparatives avec les mondes créoles de la zone américano-caraïbe. Ce rapprochement est d'autant plus incontournable que certaines des introductions d'espèces végétales et animales ont pour origine des échanges croisés entre savoirs et pratiques culturales forgées dans ces mêmes entreprises coloniales, pour des projets de développement identiques autour du concept d'habitation coloniale. On partira ainsi dans un premier temps sur les acquis de la recherche réalisée du côté francophone, avec une approche globale du paysage en lien avec l'histoire sociale et économique, Benoît, 1972-1974, Bognol, 1996, mais aussi avec les hommes et le milieu naturel, Barrault, 1978, Benoît 2000, les institutions paysannes, Mintz, 1974, Dan, 1987, l'agriculture vivrière, Bory, 1982, pour mieux situer quelques enjeux récents d'une recherche sur le patrimoine ethnologique, historique, archéologique dans les sociétés créoles de la zone américano-caraïbe et du sud-est de l'océan Indien. Quelques synthèses plus récentes sur la Caraïbe nous permettent d'aborder ces questions plus directement ancrées dans une archéologie du paysage, par exemple à propos de la Jamaïque, Dell, 2014. Mais aborder ces problématiques du paysage et de l'histoire n'a de sens que dans une perspective pluridisciplinaire, en particulier en intégrant les apports de la recherche archéologique, McGlade, 2003, de la géologie pour étudier les traces laissées par une culture intensive sur des paysages, Wells, 2006. À quoi peuvent nous servir ces recherches ? Plusieurs objectifs peuvent être rappelés. En premier lieu, comprendre la coexistence de plusieurs modèles de production, grosses habitations, petites paysanneries et selon les régions, cultures amérindiennes. En second lieu, compléter des approches disciplinaires en histoire, géographie, archéologie, à partir de nouvelles entrées thématiques, tourisme, patrimoine, biens communs de l'humanité, etc. Ces approches permettent également d'introduire une réflexion écotouristique dont le but est de comprendre comment on peut produire une gestion durable des espaces naturels à partir de produits originaux, articulés sur les objectifs du développement économique fixés par les parcs, en mesure de limiter la saturation de certaines zones comme les plages littorales. L'ethnographie historique des lieux de créolisation. Le paysage des campagnes antillaises, Bognol, 1984, et réunionnaises, Benoît, 1984, suit les mouvements fonciers, en particulier le morcellement des habitations traditionnelles, les mutations des cultures, avec des habitations caféières et sucrières situées en zone basse ou en moyenne altitude. La question de l'apparition plus ou moins tardive d'une petite paysannerie créole est au cœur de plusieurs travaux sur les sociétés créoles,
y compris dans le contexte guyanais marqué par la présence d'une agriculture fluviale ancestrale issue des communautés amérindiennes autochtones, puis des groupements de marrons originaires du Suriname voisin que l'on appelle désormais les Bushinenj, Mintz, 1974, Benoît, 1972-1978, Anakesa, 2013. Les progrès de la recherche archéologique nous permettent désormais de mieux cerner l'évolution des paysages précolombiens et les traces laissées par les périodes esclavagistes. On a pu le voir récemment en Guyane française avec les travaux de Stéphane Rostin, 1994, 2008, 2016, sur la zone des savanes du littoral, sur les champs surélevés amérindiens qui marquent un paysage côtier par le type de plantes qui y étaient cultivées, la faune qui s'y était établie, les processus d'érosion et de conservation des bouttes qui y étaient associés. Ces progrès permettent d'affiner la définition et l'analyse des unités paysagères que l'on rencontre par exemple en Guyane ou à La Réunion. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.